Bon, donc dans cette vidéo, c'est une deuxième partie de l'entretien précédent. Il y a eu un premier entretien sur ces manifestations qui se déroulent dans le pays et la naissance d'un courant anti-cinquième mandat. Bon, donc le premier entretien s'est fait avant le grand vendredi des manifestations et il s'est fait donc aussi avant la journée des manifestations estudiantines. Les deux ont été massives, les deux se sont déroulés sur l'ensemble du territoire national, c'est un fait à noter, sur l'ensemble du territoire national, et au milieu, il y a eu une manifestation de type ancien. C'est la manifestation qu'elle a appelée le parti la Mouatana. Je pense qu'il s'appelle comme ça. Mais c'est pas grave, tout le monde sait qu'il y a eu une manifestation, elle s'est déroulée à Alger, et quand on observe bien, on remarque que cette manifestation s'est déroulée comme les manifestations d'avant. C'est-à-dire qu'elle a dû réunir autour de 200 ou 300 manifestants, qu'elle n'était pas nationale et qu'elle était localisée. Est-ce que ça a du sens? Certainement. Alors, nous allons d'abord voir caractériser ces manifestations du vendredi et puis les manifestations estudiantines. La première chose que nous pouvons dire, c'est qu'il s'agit d'une rupture. Et beaucoup de gens ont comparé ces manifestations à octobre 88. Et octobre 88 a été en gros, mais par des gens intelligents, dans le Sharaf, comme avec celui qui a été assassiné, le Boukhomza, etc., ont qualifié ces octobre 88 de moment de rupture. Voilà, ils l'ont qualifié de rupture. Bon, comme c'est des gens qui connaissent à la fois la langue, la philosophie, les sciences sociales, et qui sont de grands producteurs intellectuels, ils ne l'ont pas utilisé au hasard. D'autres hommes l'ont utilisé. Mais il se trouve que c'est surtout des politiques. Le mot rupture dans l'un et dans l'autre cas ne signifie pas la même chose. Chez le Chaf, chez Boukhomza, rupture veut dire une chose. Chez les hommes politiques, ça veut dire autre chose. Brièvement, si vous voulez savoir la différence. Eh bien, c'est que les hommes politiques ont donné au mot rupture un sens politique. C'est-à-dire un changement de gouvernance, ou de type de gouvernement, ou de façon de gouverner. Et donc, le concept, enfin la notion, pardon, dans ce cas, c'est pas un concept, rupture, c'est pas un concept, c'est une notion, désigne un moment politique précis. Chez Boukhomza et chez le Surf, c'est totalement autre chose. Il s'agit d'une rupture au sens de rupture historique. Quelle est la différence donc entre la rupture politique et la rupture historique? Eh bien, c'est la différence du signifiant. Donc, on ne voit pas la même chose. Boukhomza et le Surf signalaient qu'à partir de ces manifestations, on ne pouvait plus gouverner l'Algérie de la même façon qu'entre 62 et 88. Et ils sont allés tous les deux chercher très loin les raisons qui ont fait qu'il y a eu des changements cumulatifs à l'intérieur de l'Algérie, des changements cumulatifs qui sont donc accumulés et qui ont fait qu'on n'a plus affaire à la même société, aux mêmes Algériens. Ces Algériens de 62 en 88, c'était totalement autre chose. Et qu'il y a eu rupture, mais dans le sens classique, historique, rupture du consensus. C'est-à-dire qu'il y a des Algériens
qui se sont soulevés contre d'autres Algériens, alors que le consensus culturel ancien, très ancien même, qui a été construit, c'était que les Algériens étaient unis et qu'ils étaient un même peuple et que finalement c'était une même société. C'est cette unité du peuple telle qu'elle a été construite par le mouvement national et qui s'est approfondie à partir du 1er novembre, qui a atteint son point culminant pendant notre guerre de libération, qui fait que des Algériens se sont soulevés contre d'autres Algériens. Et la rupture, c'est celle-là. C'est la rupture dans le consensus. Ben, ils avaient tellement raison tous les deux, tellement raison, que la suite de cette rupture, eh ben, ça a été la décennie noire, ou la décennie rouge. Ça a été que nous sommes arrivés, cette rupture, à nous entretuer. Bien, peut-être que ce mot ne va pas plaire à certains, mais pour moi, c'est quand même une guerre qui a opposé des gens dans l'identité primordiale, première était algérienne, mais dont une partie a choisi une identité différente. Alors vous pouvez trouver les causes profondes, lointaines, les transformations qui ont eu lieu, l'industrialisation, le développement de l'université, etc. Et la fonction de la mémoire historique inconsciente, quasiment anthropologique, que vous trouvez chez Mourza, et vous trouvez l'autre aspect de l'analyse chez le chef. Donc les gens qui ont des personnes, ou les personnalités, ou les simples citoyens, qui ont fait le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui et octobre 88, alors bon, ils ont, à mon avis, ils ont eu au moins une intuition. Peut-être que ce n'est pas la vérité, peut-être que ce n'est pas octobre 88. Mais la comparaison a dû servir pour ces citoyens algériens à avoir un repère de réflexion, c'est-à-dire un point de départ du curseur. Bon, je vais vous répondre tout de suite, les deux n'ont rien à voir. Alors les deux n'ont rien à voir parce que si on s'en tient à Hegel, dans la position de départ, postule que la vie est un processus permanent de changement, que ces changements soient perceptibles ou non. Ça signifie qu'entre octobre 88 et aujourd'hui, eh ben, il y a eu beaucoup de changements. Mais il y a une autre personne, si vous voulez, sur laquelle on peut s'appuyer pour renforcer ce point de vue de Hegel, que ça ne peut pas être la même chose. Mais c'est Marx. Parce que souvent, comme dit Georges Lukács, Marx c'est la vérité de Hegel, ou à mon avis on peut dire aussi l'inverse, c'est que Hegel est aussi la vérité de Marx. Ben Marx il dit que l'histoire ne se répète jamais deux fois. La première fois, sinon c'est une tragédie, la deuxième fois, c'est une farce, c'est une farce ici. Or, apparemment, est-ce que vous avez l'impression que c'est une farce? Vraiment, là, on n'est pas du tout en face d'une farce. Donc il y a une rupture. Mais déjà, donc ce serait une rupture par rapport à ce que la rupture de 88 a déjà engendré. Alors une rupture par rapport à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est accumulé? Eh bien dans le premier entretien, j'avais signalé que le octobre 88 avait répondu au grand changement dans les options du pays. Avec Boumediene, c'était le développement solidaire, qu'on a appelé socialisme par défaut parce qu'il n'y avait pas un autre terme, et développement qui est selon les propres termes de Boumediene.
devait se faire, le développement devait se faire au bénéfice de l'ensemble du peuple algérien, et selon ses propres termes, c'est-à-dire ceux de sa conscience politique. Il avait dit, si jamais une bourgeoisie s'installait en Algérie, elle serait, dans sa gestion du pays, pire que le colonialisme. Donc il l'avait dit. Donc il dit, si jamais on quittait la dynamique de l'économie solidaire vers l'économie de type capitaliste, eh ben, nous allions nous retrouver dans un type de gouvernance pire que que le colonialisme. Et puis bon, donc j'avais dit que dès qu'on entre dans cette option du capitalisme, on va rentrer dans l'ère des crises et dans la série des crises permanentes. Mais je n'ai pas dit comment nous sommes rentrés concrètement dans cette option de type capitaliste. J'avais survolé. Et bien, ce qui s'est passé dans notre pays, c'est que très rapidement, on a commencé d'abord, concrètement, après l'arrivée de notre président Chadli, moi j'ai dit notre président pour tout le monde, pas forcément par respect pour les personnes, c'est d'abord par respect pour notre peuple. Qu'il ait été mal élu ou bien élu, c'est pas mon problème. Mais notre peuple l'a élu. Et pour moi, le respect des gens qui ont été élus, même mal élus, même s'il y a eu fraude, même s'il y a eu combien, tout ce que vous voulez, le respect de la légalité du moment, pour moi, il est nécessaire. Donc je reprends. Donc votre président Chadli, dès qu'il prenne l'option socialiste, il faut d'abord qu'il la casse. Il faut qu'il casse l'option socialiste. Eh bien, ils l'ont fait. Mais alors par des processus très concrets. Le premier processus concret, c'est qu'ils ont ramené l'imam Ghazali. Alors l'imam Ghazali, l'Égyptien, un frère musulman, qui a commencé tous les jours en prime ride, c'est-à-dire à l'heure de très grande écoute, où il n'y avait qu'une seule télévision, une télévision unique, et il venait nous parler de l'esprit de justice de notre religion, de l'islam. Bon, ben les gens qui sont affûtés sur le plan religieux, ils comprenaient que la façon dont il parlait, ce n'était pas celle d'Ali Shintir. C'était pas celle de Cheikh Djilali, c'était pas la façon de parler de nos propres imams que nous connaissions depuis que nous étions enfants. Et qu'ils étaient d'ailleurs des discours de tolérance, de solidarité, de fraternité, et même, jusqu'à un certain point, mais chez la tolérance, de la permissivité. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui nous ont éduqués dans l'esprit du pardon. Prie pour que Dieu le retire le remette dans le droit chemin. Et sur donc, plusieurs années, le discours principal qui a été tenu, c'est qu'il y a une justice qui est supérieure à celle du socialisme, c'est celle de Dieu. Et ils avaient raison, ceux qui avaient ramené le Ghazali. Parce que face à l'appel de la justice du socialisme, écoute, mais qui c'est qui peut être aussi juste que Dieu? Personne. Absolument personne. Et donc c'était gagné d'avance. Donc les gens, ils étaient en train de regarder ce type en train de leur parler, qui est un pédagogue, un rhétoricien de haut niveau. C'était cela, casser le deuxième secteur par lequel on a essayé de casser le socialisme, de Boumediene, et ben ça a été la presse. On a créé un journal qui s'appelle, comment il s'appelle, j'ai oublié, Kamal Belkacem, c'est lui qui était le directeur. Ah, ça là, la revue de classe là. Non, c'est l'hebdomadaire, Algérie Actualité, non. Il s'appelait comme ça. Bon, ceux qui m'écoutent vont me pardonner à cause d'un peu, au moins au nom de mon âge. Et c'est Algérie Actualité, qui a fait Abdelkrim Djaad, qui a fait.
Et il y a quelqu'un qui s'est mis à écrire dans ce journal, dans Algérie Actualité. Bon, il y avait de très beaux articles, surtout sur le cinéma, etc. Il y avait des articles magnifiques, t'as Mouni Berreh, Allah yarhamah, t'as Abdou Bey, Allah yarhamou, t'as Kherdin Amiyar, aussi, Allah yarhamou. Donc, vous voyez tous mes amis morts. Et bon, il s'appelait Boukra. Il s'appelait Boukra. Et Boukra donc a commencé à publier une série d'articles dans lequel il critiquait l'esprit de l'assistanat. C'est-à-dire que le socialisme avait mis les Algériens dans une situation d'assister, ils ne faisaient plus rien, ils attendaient tout de l'État. Et même du socialisme. Oui. Et donc, il avait développé ce point de vue, y compris en mettant une formule qui apparemment est belle. Et qui est apparemment une nouvelle, mais qui est très très ancienne. Donc il a parlé du socialisme de la mamette. C'est-à-dire que votre socialisme, c'est le socialisme de la mamette. Thomas, c'est Madir Walou, c'est Naoudoula. D'ailleurs, quand je l'avais lu, quand j'avais commencé à le lire, j'étais frappé par la similitude de son propos avec celui du colonel Sadq des Hills, qui s'est opposé à Mabelaya Boumediene en 1963 sur une base, c'est le seul qui s'est opposé à eux sur une base claire d'options économiques. Il avait attaqué le comité de gestion en les appelant comité de digestion. C'est-à-dire Garda autrement dit. Voilà, c'est-à-dire vous êtes là pour bouffer, pour digérer, pas pour travailler. C'est le seul, sinon, si vous prenez les jeunes d'aujourd'hui, ouais, personne ne comprend ce qui s'est passé en 63. Mais il y a des formules toutes faites, dans celle de Lugran, qui est un pseudo-anthropologue, et que la vidéothéorie d'autres, tout le monde la reprend, où il parle, les 62, c'était la guerre entre l'armée des frontières qui était arabe et l'armée talouine qui était berbère. Et les gens croient ça. C'est-à-dire, c'est pas un berbère. Le colonel Amara qui était aux frontières, c'est pas un berbère. Les colonels, les commandants Chaoui qui étaient aux frontières, c'est pas des berbères. C'est-à-dire, c'est insensé. Et les gens adhèrent à ce type d'explication parce qu'il est facile, d'abord, et il semble régler des problèmes, comment on appelle ça, d'efforts intellectuels. Donc il y a eu ce journal, l'Algérie Actualité, qui a été un journal de propagande antisocialiste. Bon, je ne dis pas que Boukra avait de talent, mais il écrivait toutes les semaines. Et toutes les semaines, c'était la défense et illustration d'une thèse. Il n'écrivait pas pour donner l'analyse à l'actualité, il écrivait pour défendre une thèse. C'est la thèse que nous étions devenus des gens infantilisés. Et que l'État ne pouvait plus. Et que l'État ne pouvait plus assumer d'être la nourrice des peuples enfantés. Et puis il y a eu une troisième direction. C'est qu'il fallait aussi expliquer que le secteur d'État était un secteur bureaucratique, improductif, budgétivore et surtout incapable d'assumer la fonction de production. C'est-à-dire rentabilité basse, travail à perte, au moins chemin. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait que face à cet appareil productif, d'accès à de non rentables, il fallait opposer une image d'un secteur privé qui, lui, est productif, efficace, rapide et qui est bénéfique pour le pays. Donc nous avons eu d'abord une figure qui représente une justice immanente supérieure au socialisme, une figure intellectuelle qui culpabilise le peuple et fait appel à notre raison que l'État
est devenu une vache à traire et non pas un dispositif capable de réglementer, de légiférer, de gérer, etc. Et bien la troisième figure, il fallait qu'il y ait un secteur privé qui fasse la preuve que la privatisation est bonne pour le pays. Alors il y a eu deux mouvements parallèles. Bon, vous ne le savez pas, les jeunes ne le savent pas, mais ce n'est pas de leur faute. Il y avait eu une première direction de déstructuration du secteur public. Alors que tout raisonnement économique de base explicite que si nous voulons passer à des niveaux de productivité, d'invention et d'innovation et de recherche, les entreprises économiques doivent devenir de plus en plus grandes, mobiliser de plus en plus de capitaux, mobiliser de plus en plus de ressources humaines, chercheurs, ingénieurs ou benchmarks. Eh bien, ils ont nommé un premier ministre qui s'appelait Abdelhamid Brahimi, que les gens appelaient Hamid de la science, qui a commencé à déstructurer les entreprises. Donc, la Sonélec qui est devenue un géant, capable d'innovation, capable de recherche, capable... Mais surtout la SNS, qui a englobé l'ensemble, la métallurgie, il a commencé à les couper en petits morceaux. À en faire de petites entreprises. Non seulement ces entreprises devenues de petites entreprises étaient incapables de pouvoir penser le développement, mobiliser les ressources, mobiliser les compétences, mais la première des choses, il n'y a que n'importe quel, mais vraiment n'importe quel citoyen peut dire, qui avec le nombre d'ingénieurs réduits que nous avons, vous devez encore les séparer. Eh bien, ils ont tout restructuré, y compris les universités. C'est insensé. Des professeurs de haute compétence pour les disperser sur tout le territoire national. Et on a sorti une figure. Brusquement. Et bien cette figure s'appelle Rabra. Alors, du jour au lendemain, on a commencé à parler de cet homme qui était présenté comme hyper efficace. Il commence à ramener du fer à béton, il commence à faire des fenêtres pour les bâtiments qu'on allait construire. Et il commence du jour au lendemain à devenir un chef, un capitaine d'industrie. En 2003, Fatani, qui est le directeur non, t'as l'expression. Oui, fait un article dans lequel il s'en prend à lui. Parce que la veille, Ramadan avait fait une interview à El Khaba, où il vantait ce qu'il avait fait. Ce que fait Fatani, il lui rappelle simplement que il a oublié de parler de 260 millions de dollars de lignes de crédit italiennes dont il avait bénéficié. Et Fatani continue pour dire il avait pris cet argent au moment où l'Algérie n'avait pas suffisamment d'argent pour acheter le blé. Pour acheter le blé qui devait servir au pain. Ça veut dire que c'est pas du tout un self-made man. C'est-à-dire qu'il a été construit. Il a été construit par l'État.
Alors la phrase exacte, il dit l'industriel, virgule, qui se fend de ces vérités, entre guillemets vérités, aujourd'hui omet de révéler à l'opinion qu'elle avait bénéficié, grâce à ce deal politique, d'une ligne de crédit de 260 millions de dollars pour importer du rang à béton, cela au moment où l'Algérie, sous les fourches codites du FMI, ne trouvait même pas de quoi financer ses importations de blé. Alors je ne sais pas comment on grossit les textes. Alors, bon, je l'ai grossi un peu, je ne sais pas si on peut le voir. Bien sûr, parce qu'il vaut mieux qu'on sache que je ne suis pas en train d'inventer. Tu peux. Tu crois que les gens auront entendent lire? C'est bon, on arrive. Faire un montage. Mais je ne sais pas aller faire un montage. Juste laisser le lien de l'article. On a créé ce mythe. Et longtemps, on a vu qu'avec ce médecin, le problème, c'est comme dans la précédente vidéo, j'avais parlé de l'option le capitalisme ou le socialisme, c'est que les gens qui nous ont ramené le capitalisme, parmi les théoriciens, nous avaient parlé d'un système de production qui était rationnel et qui était rationalisant. C'est-à-dire le capitalisme en lui-même, quand il arrive, il va ramener une rationalité qui va permettre aux lois de marché d'être des lois contraignantes qui vont obliger les gens à travailler. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent, il faut passer par l'effort, etc. Ce que les gens ne nous avaient pas dit, entre autres Maptoul, qui a été le défenseur le plus acharné de ce choix capitaliste, c'est que le capitalisme est dirigé non pas par la rationalité du travail, mais par la rationalité du profit. Et quand au moment où on nous ramène ce capitalisme, c'est trois choses en même temps. La même chose que c'est l'hétéronomie. On nous met immédiatement dans une situation telle hétéronomie. Bon, vous savez ce que c'est. Non, vous ne savez pas. D'accord. C'est hétéronomie, c'est hétéro, comme hétérosexuel, comme hétérodoxe. Ça veut dire ce qui vient de l'extérieur. Hétéronomie, c'est la norme. C'est tout de suite, on nous a mis, quand on a pris l'option capitaliste, avec des normes qui n'avaient pas été construites par nous. Je veux dire, ce capitalisme, il existe depuis 3 siècles en Europe. Il a eu le temps, lui, de construire ses propres règles de solution de ses problèmes, de ses contradictions, et vous savez qu'il en a eu. Vous savez, 3 siècles de guerre, de révolution, contre-révolution, d'insurrection, de répression, de lutte des classes. Mais tout de suite, on nous a mis en situation d'hétéronomie. Le choix même du capitalisme a été le choix de nous subtiliser la possibilité de créer notre propre vision, nos propres normes, notre propre façon de voir notre développement économique et la solution de nos problèmes. Et on va nous mettre derrière ces normes du capitalisme moderne, puisque là, nous ne sommes pas au capitalisme du XIXe siècle. Nous sommes au capitalisme moderne. En 1904, quand il meurt, Boumediene, nous sommes déjà très avancés dans le capitalisme mondialisé. Pas encore globalisé, mais fortement mondialisé. Avec le rôle de la monnaie que vous connaissez, le dollar, le pétrodollar. Et on nous met face à ces normes, c'est comme si on mettait le pot de fer
contre le pot de terre. Le pot de terre. L'hétéronomie, ça signifie aussi qu'on allait rentrer dans un marché qui est régulé par un rapport de force. C'est celui qui produit les marchandises, parce que c'est des marchandises dont il est question quand on parle de capitalisme de marché, au coût le plus bas, le plus rentable, mais ça, ce n'est que les apparences. C'est pas simplement le produit le moins cher et le produit le meilleur qui va gagner sur le marché. C'est aussi le produit qui est le résumé de la plus grande extraction de la plus-value. Déjà en 1980, quand meurt Boumedienne, nous savions que les grandes surfaces françaises comprimaient les revenus des paysans pour leur donner les payer de moins en moins bien afin d'accroître leur propre marge bénéficiaire. C'était un système sur lequel nous n'avions aucune chance de gagner. On n'était pas au même niveau de développement. Mais surtout pour nous, ça a été un système qui a été dévastateur pour la simple raison que dans l'état où nous étions économiques, nous avions besoin de biens à consommer. Nous n'avions pas besoin de marchandises. La différence, c'est que dans l'état de dénuement dans lequel nous avait laissé le colonialisme, c'est que notre peuple, notre société avait besoin de biens, c'est-à-dire qu'elle avait besoin d'accès à des choses nécessaires, à des services nécessaires. Et notre peuple avait ce droit d'accès. Quand il parlait de socialisme de la mamelle, il nous frappait dans ce qui était le cœur même de notre guerre de libération nationale. C'est que nous voulions sortir de la condition coloniale qui était une condition du dénuement. Mais c'était pour avoir accès à la médecine. C'était bien. Aujourd'hui, c'est en train de devenir une marchandise. Pour ceux qui ont de l'argent. Pour ceux qui n'ont pas d'argent, c'est en train de devenir une galère. On avait besoin d'accéder à l'école et il ne fallait pas qu'il soit une marchandise. On avait besoin d'accéder au sport, aux activités culturelles. On avait besoin d'accéder au pain, au lait. Cet accès au bien signifie que ce qui est important, c'est le besoin domestique. Donc le besoin domestique, c'est les deux choses en même temps. C'est le besoin de la famille et le besoin du pays. Et du coup, mettre sur place les marchandises, eh bien, il a suffi dans cette grande époque. Alors, pour le mythe, il peut y avoir un capitalisme propre derrière la figure de l'homme, ou d'un autre, c'est la même chose. C'est que récemment, on a eu une gifle. On a eu une gifle terrible. Alors le monde. Alors je vais prendre le monde. Et le monde qui dit quoi? Panama Papers. Comment l'élite algérienne a détourné l'argent du pétrole. Et il dit que dès le départ, le Rabarab avait créé un compte offshore. Dès le départ. Pour échapper à l'impôt, pas vraiment. C'est pour faire d'autres opérations. Alors l'autre papier qui est intéressant, c'est le dernier qui est sorti en Suisse, c'est qu'il y avait une famille qui importait du lait. Et elle importait du lait en ayant créé une boîte en Europe. Eux, cette boîte achetait du lait et eux, ils achetaient le lait chez eux-mêmes. Mais avec un prix, évidemment, qui était plus élevé. C'est-à-dire que dès le départ, on avait mis en place
un système d'évasion et de surprofit. Au départ, est-ce que le surprofit qui s'est réalisé est-il la manifestation d'une rationalité économique ou c'est la loi connue, hyper connue de Marx, de la recherche de profit? À cette époque-là, on avait mis l'Algérie dans cette voie de la crise. Voie de la crise, parce que nous allions être confrontés à un système économique mondial avec un marché qui était dominé par les autres. 2, ce système était réglementé par les autres. 3, il fonctionnait sur des besoins et des intérêts qui étaient ceux des autres et qui pouvaient devenir des intérêts contraires aux nôtres à cette époque de développement. Eh bien, dès qu'il y a eu la baisse du prix du pétrole en 1985-86, il y a eu l'effondrement des recettes, le mode de vie qui avait déjà commencé à changer parce qu'on avait commencé à importer. C'était... il faudrait faire un film sur ça. On a commencé à importer tout ce qu'on n'avait pas. Des bananes, des kiwis. Et les gens faisaient la chaîne pour acheter des cartons de bananes. C'est ce qu'on fait là. Et les gens étaient contents parce qu'on n'avait pas de bananes. On n'avait pas de bananes. Donc il y a eu des bananes. Puis on a commencé à donner de l'argent aux gens pour qu'ils sortent en voyage. Ils sont donc devenus proches de lui. Ils sont devenus des amoureux de lui. On leur donnait de l'argent, ils partaient en famille. Le père, la mère et les enfants arrivaient à Marseille. Les enfants et la femme revenaient, le mari restait, il achetait, il revenait. Donc on a mis en place un système de... Comme pour les grands, on a mis pour les petits, on leur a donné un système de distribution par la devise. La crise arrive, le pétrole, trac, il n'y a plus rien. Mais quand il y a la crise du pétrole, c'est qu'elle va toucher les gens. Et elle va d'abord toucher les gens qui sont les plus faibles, les plus démunis, ceux qui sont en bas. Alger est entouré de bidonvilles. Gorias, Bermudalayes. Et bien les gens, ils prennent la crise de plein fouet. Et à ce moment-là apparaissent les premières fissures dans le consensus. C'est qu'alors que les Algériens croyaient qu'ils étaient frères, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont plus des frères, qu'ils appartiennent à des catégories différentes. Et à ce moment-là, par la négativité, de façon négative, dès que la crise s'est approfondie, on a commencé à désigner le pouvoir comme étant celui des autres. Le problème, c'est donc cette fissure avait été préparée, mais aussi aggravée par la politique de débidonvillisation. Peu de gens savent que cette politique a été conseillée aux Algériens au moment du changement d'option, c'est-à-dire au moment où nous sommes allés dans l'infitah, parce qu'avant nous, ceux qui sont partis dans l'infitah, dans cette option capitaliste, c'était l'Égypte, avant nous. Mais la Tunisie et le Maroc y étaient depuis longtemps. Or, au Maroc et en Tunisie, à la fin des années 70, il y a eu des émeutes du pain. Et ce qu'avaient remarqué les puissances qui avaient négocié l'Égypte pour qu'elle fasse l'infitah, ou qui avaient aidé la Tunisie et le Maroc à réprimer les émeutes du pain, c'est que dans les villes de ces pays, il y avait interpénétration, il y avait voisinage des centres urbains avec les bidonvilles. Et donc on retrouvait dans le même espace à la fois les gens qui pouvaient avoir faim et les gens qui pouvaient être très riches.
Il fallait donc protéger les centres urbains donc, de la menace des pauvres et des bidonvilles. Donc on avait commencé à débidonvilliser les villes algériennes et notamment Zaïre. Avec par exemple, Naf el-Hamma, quand ils ont commencé à vider les usines, c'était pour vider les ouvriers. Il fallait éloigner les ouvriers. Ce modèle il a déjà été appliqué à Paris. Et ça, ceux qui ont conseillé, ils connaissaient ce modèle de séparation des zones. Puis on a commencé à aller de nuit, le matin, tôt le matin, dans les bidonvilles et à chasser les gens. À les chasser de façon ignoble, en frappant les gens. Il faut le cas des Msina, ils les amènent à Msina, ils les jettent dans la pierraille. Et il y a eu donc, dans cette fissure, il y a eu du langage. Et le langage, c'était retourner chez vous. Qu'est-ce que vous faites à Alger? Vous vous imaginez? Vous dites ça à des Algériens dont le sentiment de fraternité avait été fondamental. Mais tous cela, au moment de la crise, fait qu'il y a eu une rupture symbolique. La rupture que certains n'étaient pas aussi algériens que d'autres. Octobre 88, d'après donc Boukhemsa, ça a été ça. Ça a été ça. Et nous sommes aujourd'hui dans une transformation fondamentale. La transformation fondamentale, c'est la décennie noire. Qu'est-ce que la décennie noire? Il y avait un oligarque connu, Marouf, ouais. Et à la limite, qu'il y a un Indonésie. Bon, le rang des temps, il ne le faisait pas, il l'importait. À quelles conditions, comment, ça va dire à autre. C'est qu'après la décennie noire, ce qui est apparu, c'est qu'il y a eu non pas un oligarque, mais des oligarques. La fin, avec la décennie, quand Bouteflika arrive, notre président Bouteflika arrive, il règle un grand problème qui va marquer les esprits. Il va régler le problème qu'à la concorde civile. C'est-à-dire que la fin du terrorisme avait été déjà acquise par la résistance populaire, la résistance de l'armée, le travail des services de sécurité, mais le travail des patriotes, le travail des groupes d'autodéfense. Mais il avait été révélé essentiellement par la résistance de la société algérienne à ce phénomène du terrorisme qui est né de la fissure, de la rupture d'octobre 88. Et donc à ce moment-là, le président Boumedienne avait une sorte de figure du patriarche. C'est-à-dire une figure rassembleuse. Les gens pouvaient ne pas être d'accord avec lui. Possible, première élection, il y a des partis qui se sont retirés. Il y a des intellectuels qui ont dit, bon, c'est pas une bonne option. Mais enfin, il a été rejoint, il a été y compris rejoint par le RCD. Il a été défendu de façon enthousiaste par Saïd Sani, qui avait écrit à l'époque « Lettre à mes amis journalistes » dans laquelle il leur reprochait leurs excès. C'est-à-dire, vous n'avez rien compris à ce qu'est en train de faire le président, etc. Qu'est-ce que les gens ont réagi? C'est que le président était une sorte, tel qu'il est apparu, une sorte de président patriarche qui a réuni les gens qui étaient en dispute, qui avait donné en partie raison aux gens qui sont montés au maquis, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit.
c'est l'armée qui a provoqué la première violence, et si j'avais le rage, je serais monté. Bon, la préoccupation principale des gens à l'époque, de toute la société, de tout le peuple, c'était de retrouver des voies de la paix. Est-ce qu'elle allait les retrouver de façon juste ou pas juste par la loi à la concorde civile? Ça, c'était un autre débat. Mais je pense que la nécessité de la paix civile était évidente. Même si la façon de la faire pouvait être discutable. Et brusquement, le président Bouteflika apparaît comme un patriarche. Il commence d'ailleurs à agir comme un patriarche. Il commence à donner. Il accélère les réalisations qui ont un caractère social important. Il accélère l'axial. Bien sûr, dans la construction des barrages, il y a beaucoup à dire. Ça, c'est une autre question. Mais il y a eu de l'eau. Il y a eu d'importants programmes de logement. Il y a eu comment on appelle ça, mais si, il y a eu une sorte d'initiative, le prix à la consommation, qui a facilité la vie des gens. Donc les gens, ils ont pu acheter l'ADN, ils ont pu acheter des voitures, et tout cela semblait être une décision terme. Bon, les gens avaient oublié tout de suite qu'il a touché la main à une baraque, les obsèques. Ils ont très vite oublié qu'il avait invité Enrico Macias. Et ils ont encore plus vite oublié le fait, inouï, incroyable, qu'une délégation de journalistes algériens a pu aller en Israël. Bon, quand ils sont revenus, il y a eu beaucoup de bruit, mais tout le monde a oublié. Puisque les gens n'ont pas saisi à ce moment-là. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai écrit un papier qui m'a valu une condamnation d'un an de prison, que je n'ai pas fait, heureusement, à cause de la solidarité internationale. C'est que le président Bouteflika est venu toujours dans le cadre de l'option capitaliste, mais avec une autre vision du capitalisme. Alors qu'à l'époque de Chani, la privatisation était en principe et en apparence devoir servir une bourgeoisie algérienne. Allez, on va privatiser, mais on va le donner à des Algériens. Ça a connu l'échec. Ça a connu l'échec parce que les Algériens qui ont pris les usines, eh bien, ils ont fermé les usines, ils sont mis à importer. Ce qu'a fait l'usine, et ce qu'ils disent là, le monde à propos des Panama Papers, c'est qu'il l'a acheté chez lui-même. On ne va pas nous. Et c'est la règle, ça veut dire que si le profit est dans l'importation, ce qu'on appelle la bourgeoisie nationale, il ira faire de l'importation. Et le président, Bouteflika, arrive avec une autre vision. Dès qu'il arrive, sur le plan spectaculaire, que tout le monde a oublié, ne vous inquiétez pas. Tout le monde l'a oublié. C'est qu'il dit, il faut que nous ramenions l'investissement étranger et que nous ramenions les idées, les investissements directs étrangers. À l'époque où il arrive, l'an 2000, c'était, disons, le discours dominant. Pas simplement en Algérie, mais partout dans le monde. Nous étions, comme on dirait, passés d'une phase du capitalisme ancienne à une phase nouvelle. Ben, la phase ancienne, c'est qu'on était presque totalement sortis
de la phase mondialisation de l'économie. Mais la globalisation, ce n'est pas la même chose. C'est que les capitaux doivent circuler, doivent marcher, les marchandises aussi, pas les personnes. Attention, attention, pas les personnes. Et que cette idée de frontière, c'est une politique ancienne. Ce qu'il faut, c'est ouvrir les frontières et les capitaux vont circuler, eux, pour aller chercher là où c'est le plus rentable pour s'investir. Et donc, le capitalisme mondial, parce que le capitalisme est mondial aujourd'hui. Les gens se trompent, c'est comme laisser Trump qui est le capitalisme mondial. Le capitalisme mondial, il est bien au-dessus de Trump. Et mettez le monde entier face à cette hétéronomie. Rappelez-vous de ce terme, parce qu'il est lié intimement à la notion de liberté. Cette hétéronomie. C'est nous viendrons investir chez vous si vous nous donnez les meilleures conditions de l'investissement. Et alors, vous avez tout le tiers monde de garde, chacun est en train de proposer. Voici la solution technique. Alors, elle n'est plus politique, technique. Si vous voulez qu'ils viennent investir, eh bien, il faut faciliter l'investissement. Donc, nous sommes rentrés dans ce type d'illusion. La première phase que nous avons connue dans la privatisation, dans notre entrée du capitalisme, et qui s'est traduite par la crise qui nous a amenés au FMI. La crise, il a fallu en 1994, et pour lequel d'ailleurs les étudiants de médecine et les médecins algériens n'auraient dû se rappeler. Parce qu'à partir des accords avec le FMI, que le gouvernement a bloqué l'augmentation des salaires des médecins, des cadres, des ingénieurs, et qu'on donne aujourd'hui à un médecin un salaire mensuel qu'un épicier, dernier épicier du coin, gagne pratiquement une semaine. Si ce n'est en un jour. C'est-à-dire comment ils nous ont créé la désharmonie sociale, alors que nous avions une harmonie sociale relative avec Boumediene, avec le SGT, avec l'idée qu'il fallait resserrer l'écart des revenus et resserrer les inégalités sociales. Notre président, il va à Davos. Attention à aller à Davos. C'est-à-dire au lieu du capitalisme mondial, et ce n'est pas un voyage, c'est pas du tourisme, c'est un engagement. C'est un engagement. Et nous avons eu un virage à 180 degrés. C'est-à-dire que nous sommes passés du capitalisme illusoire fabriqué par les privatisations d'un secteur public, le démantèlement du secteur public, à l'option illusoire d'un capitalisme des capitaux mobiles, tel les IDE. Voilà. Et à l'époque, vous êtes jeune, vous avez raison d'être jeune. Mais il y a beaucoup de vieux comme moi qui ne se rappellent pas du tout de ce que je suis en train de vous dire. Il y a eu un phénomène Charafa. Alger bruissait. Il s'appelait Charafa. Il a arrêté à Alger, des capitaux du Golfe. Les capitaux du Golfe. C'est comme si l'Algérie allait être inondée de capitaux. Et nous allons tout faire. Donc, l'Algérie, l'État, mais à ce moment-là, ce n'était pas perceptible. Ce qui était perceptible, c'était la paix civile. C'était la paix civile. Ce qui était perceptible, c'est qu'on commençait à avoir de l'eau. Vous ne vous imaginez pas qu'est-ce qu'on souffrait, nous, avec l'eau. Sous le poids du jerrycan, nos enfants qui étaient des enfants, ils étaient là devant le... Quand arrivait l'eau, c'était un soulagement extraordinaire. L'électrification, ça, les gens l'ont vu. Ce qu'ils n'ont pas vu, parce que cela relève des niveaux de connaissances suffisants pour percevoir. Et c'est que nous avons commencé à adapter nos législations
attirer les idiots, sans comprendre que les idiots ne viennent pas parce que vous imposez les salaires les plus bas. Les idiots, la structuration du profit dans le capitalisme d'aujourd'hui, avec ses niveaux technologiques absolument ahurissants. Ils ne se déplacent pas parce que vous allez proposer un salaire moindre que les Chinois. Ça, quand j'étais jeune, ils le faisaient. Et donc, quand ils disaient, si vous ne restez pas dans les palaces, et bien vous trouvez plein de Tunisiens qui fabriquaient des jeans. Les jeans que nous achetions, nous, en Algérie, mais une fois qu'ils étaient passés. Et ça, c'est les jeans, c'est pas de la haute technologie. Quand on transfère aujourd'hui les grandes productions de type capitaliste, et bien on les produit là où la technostructure est capable de les accueillir. La technostructure, ça veut dire que c'est pas la peine de discuter avec Nokia. Nokia, si elle doit délocaliser sa production, elle ira en Chine. C'est pas compliqué. Elle va avoir toutes les garanties, à la fois en termes de production, de qualité de production, de délai de livraison, d'emballage. Et c'est il. Bon, mais je me souviens alors. Est-ce que j'ai tort de me souvenir? Je ne sais pas. Pour faciliter l'arrivée des idiots, notre gouvernement a même mis, après les élections de président, 50 milliards de dollars disponibles pour les achats. On avait beaucoup d'argent parce que les revenus de pétrole étaient manqués. Et on a dit, voilà, venez, il y a 50 milliards de dollars disponibles, vous investissez, vous fabriquez et nous achetons. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, je me souviens d'ailleurs, j'avais écrit un papier, je dis, quand vous proposez 50 milliards de dollars, tout le monde va venir, mais personne ne va même se faire des usines. On avait, à l'époque, proposé 3 années. Vous venez, vous produisez, vous vendez, et au bout de 3 ans de vente, vous commencez à fabriquer des usines. Vous parlez. On devait fabriquer l'usine d'insuline très rapidement, ça a mis presque 15 ans pour la faire. Bref, c'est-à-dire que ceux qui avaient cru au langage du système capitaliste mondial, qu'il suffit de proposer les meilleures conditions pour que lui il vienne. Mais ils ne comprenaient pas qu'est-ce que c'est que ces conditions. Donc on a par exemple proposé le port de Djindjen. Dire voilà, nous avons un beau port, Djindjen, il est au bord de la mer. Vous venez, vous mettez vos usines, c'est une zone franche, vous produisez là-bas, vous mettez dans le bateau directement au Djireh. Mais ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Et pour présenter des conditions toujours meilleures pour attirer les idiots, nous avons commencé à passer des accords. D'abord l'accord avec l'Union européenne, c'est une catastrophe. Cet accord n'a pas été discuté par, disons, la bourgeoisie algérienne. Il n'a pas été discuté. Parce que c'est la ouais. Alors, on signe l'accord avec l'Union européenne. Au bout des courses, l'Union européenne a le droit de payer des ONG, d'avoir des lobbies, de s'ingérer dans notre vie nationale, mais nous, on n'exporte rien. Même nos tomates, on les exporte difficilement. Donc, la structure des exportations que devait induire l'accord avec l'Union européenne, eh bien, il n'existe pas, ça n'a pas marché. Le problème, c'est qu'il y a quelques mois, quand on a voulu changer quelque chose dans notre relation avec l'Union européenne, on nous a tapé sur les doigts. Alors attention, vous n'avez pas le droit, vous avez signé. Maintenant, pour sortir de l'accord avec l'Union européenne, ça va être une autre histoire. C'est-à-dire qu'il faut une révolution. Mais cette option
les idées, donc encore plus d'entrer dans le capitalisme. Et c'est aussi ça, les gens l'oublient, malheureusement. C'est que nous avons frôlé la privatisation du pétrole. Mais que cette allée à la privatisation du pétrole, elle était dans la logique même de cette insertion encore plus grande dans le système capitaliste mondial. Et donc, la question de ce pétrole-là, aujourd'hui, elle ne se pose pas en surface. Mais je suis convaincu que c'est l'enjeu majeur de cette phase de transition, de plus de capitalisme que nous avons connu jusqu'à maintenant, à encore plus de capitalisme dans lequel on risque de nous entraîner si cette grande transformation actuelle ne sont pas contrôlées par une meilleure conscience politique de notre peuple. Voilà. Alors voilà donc ce qui n'était pas visible. Mais ce qui n'était pas visible, c'est lui qui a agi. Et il a agi, nous nous sommes retrouvés dans quel système? Eh bien, dans le système de toute réforme de type capitaliste. C'est-à-dire, nous nous sommes retrouvés dans le système russe, au fur et à mesure, sur l'Eltsine. Sur l'Eltsine. Et ceux qui ont permis ça, ils ne se sont pas rendus compte que ça allait choquer les gens. Et nous sommes un pays de vieille histoire. Les États Ramzani, les gens, ils ont parlé. On en a souri aux États Ramzani, le minimum, c'est les États Ramzani, il y avait beaucoup de questions. Or, Tabzani ou l'Ukraine, peu importe l'attitude du terme pendant la guerre de libération, en tout cas, moi je sais qu'il y a des Tabzani qui ont participé à la guerre de libération. Et ce n'est pas les seuls bourgeois, entre guillemets algériens, qui ont participé à la guerre de libération nationale. Mais il y avait de vieilles familles patriciennes en Algérie, je peux même dire les noms. Nous avions des familles dites bourgeoises. En réalité, c'est des familles patriciennes. Je vais expliquer que ça veut dire famille patricienne. Qui était là, qui était dans la richesse, c'était légitime. Et avec toutes les questions que peuvent se poser les gens, bon, quel est le rapport de Haddad avec l'Aroche, avec les émeutes de la Kabylie, quel rôle il a joué, j'en sais rien. Et vraiment, je ne sais pas. J'ai parlé deux fois, j'ai rencontré deux fois Bled America, j'ai eu comme ça des bribes. Bon, mais je ne sais pas plus. Et puis on nous sort à côté. Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, il commence à avoir rupture. C'est que Bouteflika qui a été apparu comme un patriarche, le papa. Et ça a été vraiment le papa. J'ai discuté avec un ancien moudjahid que j'étais parti voir à Douaoud Amarim, qui avait fait le maquis dans la région de Cherchen. Je lui avais posé la question, c'est un dur, il t'a regardé à côté de Malqarien. Il se moquait de moi en me disant, tu as Malqarien, mais il m'expliquait. Je lui avais demandé, est-ce que vraiment les officiers, comment vous les appeliez, Babana, il m'a engueulé. Il m'a engueulé, il m'a dit, Mohamed Babana, en criant dans le café. Et en m'engueulant, Babana, c'est-à-dire, il défendait le fait que les officiers de l'ANN étaient appelés Babana par les Djounoud. Et ça, souvenez-vous, je vous ai souvent parlé, que l'ANN était investi par la culture. Oui, par la culture sociale réelle tribale. Et donc j'ai parlé de Boumdine, de Bouteflika. Comme ça au passage. Et à chaque fois, il me répétait la même chose. Il dit, les Babana. Voilà, Babana. Et il m'expliquait. Alors bon, le summum, je crois que j'ai eu dans cette formulation, il y a un vieux moudjahid
qui est d'ailleurs toujours vivant. T'as la Cortador d'Amérique, je ne sais pas s'il est encore vivant. Et il discutait avec moi, lui il était pour un bout de flic. Moi j'étais dans le dos, je disais, bon, je sais. Mais c'était mon. C'était. Je vous raconte ça, c'est pas pour. C'est pour expliciter l'affaire. C'était notre chef. C'était notre chef de groupe. C'était l'IGLD. Et donc il avait avec moi un rapport, si vous voulez, à la fois d'autorité, c'était notre chef, Alain Narkovic. Et en même temps, il avait un rapport d'immense respect parce que j'étais un intellectuel. Et que ça l'étonnait d'avoir un intellectuel comme d'avant. Et quand on discutait avec Dick, Isaf, c'était sa nature Isaf, يحكمني من يدي جبنها من العربي الله يذكره بالخير. يقول لي بابانا محمد. قلت له كيفاش بابانا؟ ما هذه سبا لا بوليتيك بالعربي. يقول لي ما تعاودش تفهم هكذا بابانا. C'est notre père. Et je vous le raconte, c'est pas à partir de deux moudjahidines. Les deux sont âgés, bien qu'Abdel Arabi était plus âgé que l'autre. Mais quand même, maquisard, blessé au maquis, condamné à mort, c'est-à-dire c'est pas. Voilà ce qu'il me dit, Babana. Et donc il y a une image du patriarche qui est là, qui était là, mais dont, sur laquelle des petites taches ont commencé à apparaître. Au fur et à mesure, elles n'ont pas été visibles. Celles qui n'ont pas été visibles, totalement oubliées, serrer la main à une baraque, inviter à une commenscience, aller à Davos, croire qu'il y avait une possibilité de développement en Algérie en entrant dans la logique la plus profonde le capitalisme moderne, c'est-à-dire la globalisation et les idéaux. Mais ce n'est pas un reproche qu'on lui fait, qu'il ait ces idées, cette vision politique. Il y en a beaucoup qui l'ont. Elle est bonne, elle est mauvaise, ça se discute. Et jusque-là, les gens le percevaient, c'est notre président. Calme. Voilà. Ceux qui ont sorti les tâches, qui sont, remarquez bien, pas des tâches politiques. C'est pas une salissure politique, pas du tout. C'est une tâche de type familial. Ceux qui ont géré la communication, les oligarques, ils l'ont géré comme LC l'a géré. C'est-à-dire dans le mépris le plus total de ce que peuvent penser les gens, de leurs sentiments, de leurs réactions. Et donc, première fissure, c'est que Malabalouche, c'est là qu'on l'a vu faire. Un autre, qui c'est l'autre? En général, les gens accusent rien. En général. Parce que c'est lui qui s'est mis dans cette peau. Lorsqu'il a revendiqué le fait qu'il était l'homme des sales besoins canadiens pour la défense de l'État. Je suis là après pour tous les besoins, les sales besoins. J'espère qu'avec son niveau linguistique et de langue, il fait la différence entre sales besoins et basses besoins. Parce que le peuple, il a surtout l'impression qu'il fait les basses besoins. C'est la première fissure, Hanafi Ouladek. Je n'ai pas l'exprès qu'on parle à des Moudjahidines. Hanafi Ouladek, qui veut تتفضل هذا؟ Quel est le mérite? On n'a pas communiqué leur mérite. Condor a certainement des mérites, mais Condor, personne ne le voit. Il voit une production, il voit une marchandise, des téléviseurs, ou des smartphones, c'est-à-dire qu'il voit un produit, qu'il achète, qu'il vend. Et nous sommes dans un rapport de non-communication avec lui. C'est-à-dire que lui,
il est dans la place dans laquelle il est, c'est chef d'entreprise. Mais ils ne sont pas dans l'anonymat. Ils sont à la première place, sur la place publique. Jam, يديروه على بلاص الحمياني في الأفسيل كيفاش كمان حمياني بين حمياني هو حمياني هو يعرف يهضر هذا بالرومية ولا بالعربية يعرف يهضر سي شوك. À ce moment-là, bon, les gens qui gouvernent le pays n'ont pas fait attention. Le deuxième choc qui a étonné un peu les gens, c'est Saïd Hadi. Alors il est nommé président de l'APN et toute la presse, c'est un fait public, parle de cette histoire. Le FNDR, le fond, t'es allé au plateau. Il y a un procès public. La presse en a parlé. Toute la presse en a parlé. Et les gens ont chiffré 300 milliards de centimes ont été empochés par ce bonhomme. Dès qu'il est monté chef d'affaires, problème, il y a une atteinte à la règle de la fratrie. Le patriarche, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais chaque fois, le patriarche, il est préservé. Qu'est-ce que l'apparition des patriarches, des oligarques provoque? Eh bien, elle provoque exactement la même chose, mais en plus grand que ce qui s'est passé avant octobre 88. Elle va fissurer l'héritage du serment d'égalité et de justice de notre peuple. On commence à parler, on commence à jaser. On commence donc d'être... mais personne n'avait ni remis en cause ni le troisième mandat, par exemple, même le quatrième mandat. Cependant, il y avait des problèmes qui ne sont ni d'ordre économique, ni d'ordre politique, mais d'un ordre infiniment plus grave, qui était en train de surgir, de travailler la société algérienne, et qui a donné naissance à des chansons, à des poèmes, à des souffrances morales. C'était les Harraga. C'était très belles chansons, les Harraga. Et les Harraga commençaient à partir. Au début, on nous faisait croire que c'était des non-diplômés, des gens qui étaient en marge. À l'époque, Belkhadem m'a dit des mots très durs sur les Harraga. On les a quasiment accusés d'ingratitude vis-à-vis de la nation. C'est-à-dire, comme s'ils étaient des déserteurs. Et ça a été, les premiers moments à l'Harraga, ça a été un moment moralement très dur, parce qu'on a ressorti pour les jeunes le langage de Hassan. Ils s'opposent à cette jeunesse qu'on a désespérée, à qui on a enlevé l'optimisme de construire leur pays. On nous repose ce qui était un devoir national, c'est-à-dire libérer le pays. Et donc on est dévalorisé. Ici, sur le plan hegelien, regardez comment la négation, le rapport négatif s'installe entre l'État et des catégories sociales. Puis, la harga se développe. Il n'y a absolument aucune institution qui en parle, ni au niveau du gouvernement, ni au niveau des élus, ni même au niveau de l'opposition. Ils s'en foutent complètement. Mais la harga se développe, et puis on s'aperçoit que ceux qui partent de la harga, ce n'est pas des non-diplômés, ce sont des diplômés. Puis on s'aperçoit qu'il y a des médecins, des ingénieurs, des cadres,
Et puis on s'aperçoit qu'ils partent en famille. Et on s'aperçoit qu'ils partent en groupe. C'est-à-dire que c'est le quartier. Il y a un mois ou un mois et demi, il y a des gosses, des jeunes qui sont partis de Saint-Médard. Et 12 qui ont disparu. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, c'est une famille qui a disparu. Le père, la mère et les enfants. Comment est-ce qu'un phénomène pareil puisse échapper à la vigilance du gouvernement? C'est-à-dire qu'il se dit, mais comment va réagir le peuple? Et ben non, nous en laisser. Et nous en laisser dans Facebook, vous trouvez des gens qui pleurent, y compris moi d'abord. Parce que ça me touche profondément. Et ça me touche profondément quand j'écoute un poème, un chanteur de Tiaret. C'est un très beau poème sur la mère qui apprend que son fils est mort. Il n'y a pas de débat. Et alors, c'est comme si l'ensemble de ces signes ne les préoccupait pas dans leur effet de communication. Ça ne vous dérange pas que dans une vieille terre algérienne, un vieux pays, où il y a des bourgeoisies légitimes, enfin c'est pas le mot bourgeoisie, des familles riches, qui sont riches, c'est-à-dire depuis très longtemps, dont on aurait compris que l'indépendance leur permette de développer leur richesse. Qu'elles investissent, qu'elles fassent des usines, qu'elles développent. Des baïnas. C'est le nom d'une région dans la Mitidja, et c'est le nom d'une famille. C'est normal. C'est-à-dire, c'est comme si le peuple n'existait pas. Et en réalité, le peuple n'existait pas dans leur tête. On a les difficultés, d'autant le dernier mandat ont été, celui qui est passé, ont été nombreuses. Ces difficultés, c'est la crise. Comme avant octobre 88, et la chute des revenus pétroliers sur ce dernier mandat. Et on a commencé à voir comment réparer les choses. Avec la première alerte qui est lointaine en 2011. Est-ce qu'on va faire serrer les importations? Est-ce qu'on va revoir la subvention? Les subventions. Les subventions, t'as le lait, t'as le pain. Comme s'il y avait un écho aux articles de Moukourou. T'as l'époque, t'as Algérie Actualité, ça ne l'est pas Machadrer. Comment t'as Machadrer? Est-ce que vous vous rendez? Ils s'en foutent. Alors vous prenez quelqu'un comme Tahkout, qui quand tout le monde savait parmi les étudiants et parmi ceux qui sont passés par l'université que l'ARST a loué les bus à 2500 dinars, mais que pour toucher leur chèque, l'ARSTA, il l'a payé à coup de turboulette. C'est une fois, et brusquement, il a pris les bus, c'est 8000 dinars à l'époque quand il les a pris, et le chèque, il l'attend. Il l'attend, c'est le chèque qu'il attend, c'est pas lui qui attend son chèque. Voilà. Expliquez-nous. Et ça se dit dans la rue. Et dans la rue, donc, on dit, tous ces hommes-là, c'est des hommes de paille. Il faut avoir un extraordinaire sentiment d'impunité pour se moquer Et ce sentiment d'impunité s'est accumulé depuis longtemps parce que les réactions du peuple ont été des réactions d'un peuple mature, d'un peuple qui a refusé de détruire le pays, d'un peuple qui a refusé en 2011 les prémices du printemps arabe. Et puis Isma, Al-Sunna, notre président, il va régler ça. Quand il ira mieux, il va régler ça. Et ça allait en empirant. Donc cette période, dernière période,
les salutations ont commencé à augmenter. D'abord, Saïdani, chef du parti, qui attaque la sécurité militaire. Ou le DRS, comme on l'appelle, le service. Il n'y a pas un service, il n'y a pas une instance au niveau gouvernemental qui puisse dire au gouvernement, attention, les Algériens, ils aiment leur service. Attention, ils les aiment. Ils les aiment profondément parce qu'ils ont lutté ensemble contre le terrorisme. Peut-être qu'ils n'aiment pas sa police. Je ne suis pas sûr, parce que fait les manifestations, ça se voit qu'il a de bons rapports avec la police. Mais les liens entre les services et le peuple algérien et la société algérienne sont des liens forts. Des liens qui, ici, dans le combat, dans la lutte et pour la survie. La deuxième des choses, c'est qu'en général, les Algériens adorent la politique et donc ils adorent aussi la géopolitique. Et ils savent que nous sommes entourés, de plus en plus encerclés. En Tunisie, déjà, ça y est, Israël est présente à travers la LICRA, elle est présente à travers le ministre du tourisme qu'ils ont nommé, de confession juive. Et le problème, c'est pas qu'il soit de confession juive, c'est qu'il est ouvertement sioniste. C'est lui qui a accueilli la LICRA, qui l'a installé, c'est lui qui a accueilli une Française qui est une prêtresse du sionisme, etc. Le dernier voyage d'Idriss Déby à Tchad, il est parti en Israël, il n'est pas parti pour rien. Et Zid, le G5 là au Mali, plus les relations tout à fait nouvelles, mais de plus en plus importantes entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite et les Américains. Tout ça, c'est pas de bon augure pour nos frontières. Les Algériens le savent. Comment tu laisses Saïdani insulter le chef des services? Le problème, c'est pas est-ce qu'il est bien ou pas bien, ce chef des services. Je sais pas, moi je sais pas s'il est bien ou pas bien. C'est le spectacle qui a été un spectacle. Eux n'ont pas mesuré. Mais chacun à notre niveau a pu mesurer, mais le trouble qui a pris peut-être le peuple algérien, qui vit dire tête. Donc, à ce moment-là, quand il y a eu cet épisode, il y a eu l'épisode dans la tête des Algériens qu'il y avait une crise profonde du pouvoir. Ils ont eu reçu ce signal. Et puis, nous sommes rentrés dans une précipitation. Des événements choquants. Saïdani règle le problème de départ, le problème des services, et laisse les gens complètement abasourdis. Et puis il dit, mais alors, Oudambès, je ne sais pas s'ils ont... Je me demande, voilà, allez, écoute, est-ce qu'ils ont une instance, un institut, un collège, tout ce qu'ils veulent au niveau du gouvernement pour leur dire attention, aider la communication, ça peut prendre beaucoup de dégâts. Et qui va il dit, d'ailleurs, le président Bouteflika, de la façon dont il parle, en disant attention, menace. Les gens disent la Bouteflika, il se passe quelque chose de terrible. Il y avait un côté Zawiya chez notre président. Il aime les Zawiya. Il aime les Zawiya. Parce que c'est un patriarche. Il dirige un patriarche. Le type, il prend un cadre où il y a la photo du président. Et il l'amène devant les gens. Et les gens ramènent le cheval. Ils font cadeau de cheval au cadre du président. D'abord dans notre subconscient, dans notre anthropologie t'as le maraboutin, et dit Ould Abbas, qui est de la région de Sidi Ben Abbas, où le maraboutisme bat son plein et dans lequel il a dû être élevé.
Qui le message, comment on appelle ça, le message subliminal, c'est que Maher Darreis Marabat. Parce que quand on va au marabout, ce qu'on voit, c'est pas le marabout, c'est l'image du marabout. Donc le catafalque, le combat on voit le catafalque, c'est pas le marabout qu'on voit. Mais en allant vers le catafalque, nous allons vers le signifiant du catafalque. Et donc Ouad, il a commencé à se balader avec le portrait du président, comme s'il trimballait le catafalque. Vous vous imaginez que du point de vue de la conscience et de la perception, vous vous imaginez, c'est-à-dire personne n'est capable de leur expliquer ça, il n'y a pas de psychiatre chez eux, de leur dire mais on vénère les cadres des morts, pas des vivants. Il y a un diamant. On vénère les cadres des morts, pas des vivants. Quand vous rentrez dans une famille, chez vous, c'est avec le cadre et vous le regardez avec ferveur et vous le montrez à votre visiteur. Quand il y a celui-là, c'est mon grand-père. Mais avec dans la parole, dans le ton, dans la façon de le faire, avec la ferveur, le respect. Quand vous montrez votre fils, là, tu veux l'aider, là, il était en train de jouer. Ça, c'est après un match de foot. Le ton, la façon de parler change totalement. Bon, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était à la fin de Fanon. On avait fait Freud, on était en fin de Fanon. C'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte qu'il présente le président comme si le président était mort. Dites-nous là. Si ça avait été réfléchi, si en tant que groupe d'oligarques, ils étaient capables de former une classe sociale, ou un groupe social homogène, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Qu'on va faire de notre président un totem. Comme dans les sociétés primitives, totem. Mais ça, c'est pas un mal. De Gaulle est un totem. Il a été totémisé par l'histoire, pour les Français. C'est un repère. Et même c'est un repère, en tant que De Gaulle, qui est le symbole ou le locuteur muet, j'allais dire, de la loi. C'est-à-dire la France, c'est De Gaulle. Voilà. Pour les gens, si vous devez, comme aujourd'hui par exemple, ou là dans 10 ans, ou là dans 50 ans, Poutine sera la Russie. Parce qu'il s'est passé qu'il a symbolisé. Ça devient le signe de reconnaissance. Ça en tant que classe sociale. Vous pouvez trouver un chef. La classe ouvrière mondiale a trouvé Staline, ou la Lénine, ou la Mao. Les révolutions du tiers-monde ont trouvé Che Guevara, ils ont trouvé Fidel Castro. Ils ont trouvé le magnifique, le super, le somptueux Mandela. C'est un symbole. Totem Tiana. Bon, c'est pas un totem au sens physique. Mais les statues, on les élève d'abord dans la tête, avant de les fabriquer dans le bois, dans le marbre. Aussi bien d'ailleurs quand on fait une statue à celle qu'on aime, ou là à celui qui nous représente, qui est notre symbole. Qui est là. Ils auraient pu. C'est une décision pour que nous puissions, en tant que groupe d'oligarques désunis pour l'instant, et bien on se donne une loi. On se donne une loi qui devient la loi du groupe qui est supérieur aux intérêts de chacun du groupe. Ça, c'est la mauvaise démarche. Mais c'est une démarche qui a déjà été faite en Allemagne, dans le pays de Hegel, par Bismarck. Et donc la bourgeoisie allemande qui était en retard sur le développement par rapport à celle de France et d'Angleterre, eh ben, pour brûler les étapes, les franchir plus vite, c'est Bismarck qui va nous représenter.
c'est pas ce qu'ils ont fait. Ce qui est terrible dans cette agression, je vais vous le dire presque les larmes aux yeux, parce que ça m'a fait très mal. Eh bien, monsieur Ould Abbas nous a ramenés au vaudou. C'est le vaudou. Et comment voulez-vous complètement? Qu'est-ce que c'est dans le bled Belmedi? C'est le pays de Belmedi quand même, ce pays. C'est le vaudou. Ça veut dire que vous allez croire à une influence magique, non pas de modifier à la personne, mais de sa photo. Et là alors, c'est qu'il y a le... Tu ne peux plus dire que c'est notre père. Que Bouteflika, à ce moment-là, il n'est plus notre père. Il passe, quand nous passons de la loi patriarcale, tribale, encore tribale, même quand cette loi patriarcale a couvé le capitalisme, le moins mauvais, quand on passe au vaudou, c'est terminé. C'est-à-dire, ne croyez pas que le ressentiment religieux n'existe pas chez notre peuple. C'est pas possible. Donc le rejet, il est profond. Et il est non réparable. Il est irrécupérable. Alors, là-dessus, قالوا البلاد درنا بابانا واش لا الديزوردر الخلطه سي الخلطه تاع سي الديزوردر تاع لابيان كيفاش tu enlèves le président comme si c'était une histoire de gang alors que le bureau tout à fait donc la loi. Et nous avons donc ces deux événements Ould Abbas qui nous ramenaient au vaudou. Et puis le spectacle à la paix, eh bien, c'est qu'il n'y a plus de loi. C'est-à-dire que la loi familiale, tribale, sur laquelle nous comptions encore, eh bien, elle est partie en débris. Elle est partie en débris. Mais c'est des événements, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et là-dessus, il y a eu la rupture. Alors, je vous ai parlé donc d'octobre 88 et de cette rupture-là. Vous voyez que ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même. Il y a un développement dans la rupture d'aujourd'hui des éléments de la rupture de 88. Mais nous sommes dans des situations totalement différentes. En 88, nous étions dans une phase, nous sortions d'une phase de développement tabourien qui a été cassée, remise en cause, mais en Algérie, même avec les réformes du Chadli, n'était pas aussi fragile. Elle n'était pas aussi arrimée au marché mondial qu'aujourd'hui. S'il y a des jeunes qui m'écoutent, je voudrais bien quand même les étonner un peu. C'est Kemet Boumediene, nous étions en avance sur la Corée du Sud. Et nous étions en avance sur l'Espagne. Quand Boumediene meurt, la part de l'industrie dans le PIB était arrivée à 24% et des poussières. Elle est tombée à notre époque, elle est autour de 3,5-4%. Regardez la régression qui a été faite, c'est énorme. Voilà le vaudou. Nous sommes passés donc dans le patriarcat, il y a toujours un peu de maraboutisme. Le président, il aimait les aviats, etc. Il aimait comment on appelle ça, les confréries. C'est quand même dans l'ère de son temps, de son époque. Mais est-ce qu'on a construit l'Algérie? Mais le vaudou, c'est très bien. Comment voulez-vous que le peuple algérien accepte l'image qu'on lui donne? La rupture, c'est une rupture de l'image. Essentiellement, c'est une rupture de l'image. Oui, égal là-dedans. Eh bien, également, on va le retrouver. C'est la loi
du changement de la quantité en qualité. Il y a une telle quantité de transformation dans le pays qu'elles ont affecté les représentations. Donc, c'est pas comme l'eau qui boit à son degré, c'est différent. L'accumulation, elle va affecter, c'est pas la société qui se met à bouillir, elle va affecter la représentation, c'est-à-dire le signifiant. Le signifiant qu'il y avait avant, il ne va plus agir. Il ne va pas agir. Le signifiant, c'est que nous étions une famille, un peuple algérien. C'est que nous avions le serment de justice, malgré ce qui s'est passé, malgré la décennie noire, malgré l'utilisation, que ce signifiant, il disparaît. Il travaille à vide. Mais il n'y a pas un deuxième signifiant. Où se cacher? Alors, cette loi, dans le développement, dans le changement de la quantité en qualité chez Hegel, va passer par une médiation, par un plan intermédiaire. Et c'est le plan de la vision, de la conscience que nous avons des choses. On s'aperçoit qu'on n'est pas quoi? On passe de quoi? On passe de l'expression eux, ils sont dans un ouad et nous sommes dans un autre ouad. Ça, c'est l'expression qu'on utilisait déjà. Et bien, on passe à cette conscience qu'on n'est pas eux. Mais dès qu'on passe, c'est terminé. Ça veut dire, eux, c'est pas nous. Ce qui veut dire que nous n'en sommes pas eux. L'identification, elle se fait par la négative. Dans cette identification négative, il y a deux contenus. Il y a le premier contenu, c'est que nous ne sommes plus eux. Dès lors qu'ils sont arrivés à transgresser un signifiant, une représentation. Le vaudou. Bien sûr, dehors, personne ne va te parler du vaudou. Bon, parce qu'il faut quand même un degré de conscience et de capacité d'analyse. Mais ce qui choque dans ce que fait Oudabès, c'est qu'on nous demande de vénérer une image. Même pas le bonhomme, quand ça vénère le bonhomme, d'accord. Ou l'image qu'il fait. Voilà ce qu'il a fait. Donc le premier mouvement, c'est le mouvement Hegel. Nous sommes par ce que nous ne sommes pas. Je suis parce que je ne suis pas toi. Donc le mouvement d'identification est un mouvement d'abord qui est négatif. Et si vous lisez les déclarations des uns et des autres, les conseils qu'ils ont fait Facebook, c'est absolument extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Première étape, ils disent ce que nous ne devons pas faire. Maintenant, attention, il ne faut pas casser. Il ne faut pas provoquer les policiers. Il ne faut pas. Et c'est un problème d'image. Tout de suite, quand il est positif, il va positiver par un caractère qui n'est pas d'identité immédiate. Ils ne vont pas dire nous sommes des Algériens. Ils vont dire nous devons donner une image de nous Algériens. Mais si vous réfléchissez bien, dans cette négation, dans la négation, on est ce que vous n'êtes pas. Et donc on vous dit vous n'êtes pas de nous. Pas de cinquième mandat. Le contenu réel, ce n'est pas un contenu politique. Ce n'est pas un contenu politique, le cinquième mandat. Parce que dire non au cinquième mandat, ce n'est pas un programme politique. Mais c'est infiniment plus profond. Non au cinquième mandat, c'est un processus de redémarrage de l'identification. Et quelle identification? Eh bien, celle que je vous ai dit.
Il ne faut pas qu'on fasse ceci, il faut qu'on montre une image du peuple algérien. Attention, je vous ai toujours dit qu'il faut faire attention aux mots, c'est le langage qui est la voie royale pour la pensée. Comme le rêve est la voie royale pour l'inconscient. Eh bien, c'est que ces dernières années, où nous avons été pris à la fois de tristesse, de larmes, de pleurs, en silence, quand on a vu l'identité nationale algérienne partir en éclat. Regardez là, du jour au lendemain, par cette prise de position par la négative, eh bien, tout le monde s'est dit, mais arabes, musulmans, amazigh, nous sommes le peuple algérien. Nous sommes le peuple algérien. Alors que nous étions en train de craindre la dissolution, la fragmentation de notre identité en tant que peuple algérien, c'est le renversement total. Et alors, c'est ça la dialectique. C'est ça la dialectique. Et c'est la dialectique, c'est quelque chose de vraiment très compliqué. En tout cas chez Hegel. Et comprendre la dialectique hegelienne. D'ailleurs, comme c'est de comprendre la dialectique de Marx. C'est d'abord bannir les raccourcis, faire le long chemin que nous faisons pour comprendre ce qu'a dit Hegel. Et là, dans l'analyse de cette période, ce que j'essaye de faire, c'est d'appliquer la dialectique de Hegel. Ils vont dire, d'accord, mais comment c'est que tu es un type malin, tu es en train d'appliquer la dialectique de Marx? Pas du tout. Parce qu'en appliquant la dialectique de Marx, j'aurais été dans la mécanique actuelle des gens qui réfléchissent en termes de classe. Ce n'est pas que je ne réfléchis pas en termes de classe. Si, mais ce n'est pas des phénomènes qui se passent sous nos yeux. Le phénomène qui se passe sous nos yeux, c'est la renaissance, mais à un niveau supérieur. Comme dans le développement spiral de notre identité algérienne, nous renaissons en tant que peuple algérien. Donc c'est pas la peine d'aller dire aux gens c'est le capitalisme, le socialisme. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu c'est que les Algériens retrouvent une image, retrouvent leur identité, retrouvent leur fierté. Ce mot-là. Pourquoi la fierté? Leur fierté, elle était mise à mal. Souvenez-vous que le terrorisme, on avait honte de nous-mêmes. Dès que notre équipe nationale de football a commencé à gagner des matchs, tout le monde était content. Et le peuple s'est retrouvé sur la base d'une image. Enfin, on est capable de faire autre chose que de tuer. Parce que c'est ce qu'on nous disait. C'est pas t'as les médias français, etc. Comment nous sommes devenus un peuple d'assassins? Puis nous avons fait quelque chose. Le football a été un moment de reconstitution de notre image. Mais c'est pas la politique, le football. C'est pas la politique, c'est-à-dire que le football est un ersatz. C'est un ersatz. C'est pas ça qui marche. Là, nous sommes dans une position totalement différente. Et à propos de termes de classe ou pas classe, il faut toujours écouter les gens. Qu'est-ce qu'ils disent? Les gens ont l'impression que nous sommes retournés dans une situation coloniale. Et réagissent en tant que peuple, c'est pour dire qu'on va libérer l'Algérie. Comme si les oligarques, et les Ould Abbas et les Saïdani, n'étaient plus nous. C'est les masses, c'est le peuple qui est sorti avec le référent maximal. J'ai lu, quelqu'un avant de venir, j'ai lu un communiqué de Thalès Ouandji. Bon, la moitié c'est mes amis. Mais enfin, ça n'empêche pas quand même d'être critique.
Ils ont rajouté, au nom au 5e mandat, ils ont rajouté leurs propres mots d'ordre. Bon, qui sont les mots d'ordre, t'as le printemps arabe, t'as la démocratie, l'hybride démocratique. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que le niveau maximal de l'identité politique aujourd'hui, c'est le 5e mandat parce que c'est le mot d'ordre unitaire. Dès qu'on commence à introduire des fractions à l'intérieur du mot d'ordre, on va aller vers le fractionnement du mouvement, c'est-à-dire vers la recherche d'un leadership. Or, les gens, quand ils parlent, ils disent « nous sommes revenus à une situation coloniale ». Et c'est bien ça dont ils ont conscience. Ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'est-ce que c'est que le colonialisme? Eh bien, c'est le système de domination économique qui fait de nos pays des sources de matières premières à bon marché et sous la contrainte. Et sous la contrainte. C'est-à-dire, c'est pas le pétrole ou le gaz, c'est pas du tout des marchandises qui se vendent comme on vend le chocolat ou le bonbon. Derrière, il y a des rapports de force extraordinaires. Et nous sommes des débouchés pour leurs marchandises. Pour leurs marchandises. Là-dedans, on a perdu dans cette option capitaliste 2 concepts principaux qui font que les peuples peuvent rester des peuples humains, des peuples d'humains. Le premier concept, c'est que nous avons d'abord besoin de biens. Ce dont l'humanité a besoin, ce sont des biens, pas des marchandises. Des biens, c'est-à-dire de l'eau, qui devrait être un bien commun, inaliénable, c'est-à-dire Suez n'a rien à voir là-dedans. Vraiment, il m'a surpris. C'était hier, j'étais parti faire mes examens médicaux. Il m'a parlé du choléra. Et il me dit, Mohamed, le choléra, c'était comment? Tu expliques, c'était comment? T'es assez. Il me dit, parce que c'était la fin du contrat à Suez. Et que pour prouver que nous, on n'est pas capable de gérer l'eau, il y a eu cet épisode. Et Suez, il a eu son contrat. Je ne sais pas s'il dit vrai ou faux. Et ça n'a aucune importance. Aucune. Aucune importance. Pourquoi? Parce que ce type, il dit, ce voisin, c'est un voisin, il me dit, voilà les stratagèmes de l'impérialisme. Voilà les stratagèmes. Vrai ou faux, l'information, elle montre qu'il a une conscience que le jeu est sale avec l'impérialisme. Qu'on peut faire des manigances ou je sais pas. C'est que nous devons sortir de l'hétéronomie. L'hétéronomie du capitalisme qui nous vient et qui veut faire de chacune de nos activités une marchandise. Par exemple, c'est comme dans le gouvernement Mohamed. Et j'étais au secteur de la culture. Et bien, ils voulaient faire du sport et de la culture un secteur marchand. Ça devrait être un bien. L'air est un bien commun. On ne doit pas le salir, etc., etc. Nous devons sortir de cette monétisation, cette marchandisation de notre vie et considérer comme essentiel, comme important, c'est que nous ayons des biens. Que nous ayons des biens dont nous avons besoin. Voilà le premier concept sur lequel nous devrions revenir. Le deuxième concept, c'est que nous ne pouvons pas être, ni en tant qu'individu, ni en tant que peuple, ni en tant que société, sans que nous ayons une volonté d'être. Voilà. Voilà ce que je pense que nous voyons sous les yeux. Parce que si nous le voyons de façon aristotélicienne, on ne s'intéresse pas au processus.
on ne s'intéresse pas à la dialectique. On ne s'intéresse pas comment il y a une transformation de la forme à la forme, qui sont l'expression d'une transformation de la quantité en qualité. Et on ne s'aperçoit pas d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce redémarrage d'une pensée algérienne qui se voit en tant que peuple, c'est une véritable renaissance pour nous, qui avons eu si peur qu'on nous impose un État théocratique allié à l'étranger, ou qu'on nous impose un État, comment on appelle ça, ethnographique, qui va de Siwa, je ne sais pas, aux îles Canaries, ou qu'on nous impose un État, comment on appelle ça, un État dans la globalisation, c'est-à-dire même sans État. L'État-nation. Voilà, j'espère que j'ai été un peu clair. Merci. Merci à vous.